My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father. This is the moment when we must come together to save this planet. Alors bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo pour parler du personnage de Barack Obama. Qui est Barack Obama? Que représente-t-il dans notre époque? Et puisqu'on est bientôt à la fin du mandat du premier président soi-disant afro-américain de l'histoire des États-Unis, autant faire un petit bilan. Et alors, pour comprendre Obama, qui est une imposture du système, il faut comprendre le système. Et il faut revenir à l'assassinat de Kennedy. Parce que si vous savez qui y a derrière l'assassinat de Kennedy, vous êtes mieux à même de savoir ce que le système va produire comme imposture. Parce que en 1963, il y a eu un coup d'État. Ça veut dire que ceux qui ont pris le pouvoir à cette époque-là, donc le vice-président Johnson, qui est issu de l'Amérique raciste, Jack, what do you think about the hearing? I want to correct what I stated before. If he was vice president, remember I said he was vice president? Yes, I did when I mentioned about Adlai Stevens. If he was vice president, there would never have been an assassination of our beloved President Kennedy. Would you explain it, Jack? Well, the answer is the man in office now. Well, I bet you that President Johnson is going to be real pleased when he finds that now they're calling me the #1 bomber. And George Christian said, "Oh, don't be too sure." He says, "You know, LBJ, he never likes to be #2. He was so angry. He had a violent temper when he was upset. Well, let's use the exact words that he said to you. What did he say to you? He grabbed me by the arm, and he had this deep voice, and he said, "After tomorrow, those SOBs will never embarrass me again. That's no threat. That's a promise." And it startled me. Ces gens-là, alors que Kennedy allait être réélu haut la main, ont détourné les aspirations de l'Amérique des années 60 et ont proposé leur propre modèle, après avoir dégradé l'ancien. Et c'est tout ce processus-là qui conduit à Obama. C'est-à-dire que si Kennedy, après avoir fait des erreurs, était contre la guerre froide, était pour l'émancipation des Noirs, l'Amérique raciste, historiquement reliée à la vieille Angleterre sioniste, donc avec le projet de dégradation des cultures religieuses mondiales au profit de la résurgence d'Israël, c'est-à-dire que cette mouvance-là a toujours fait des intérêts privés de court terme, avec l'argent du contribuable, donc en laissant la dette, et en fomentant des guerres contre des régimes religieux résiduels, accusés inversement des travers des gens qui ont volé le pouvoir. Alors en 63, c'est les néoconservateurs, mais les néoconservateurs, ça correspond aux sudistes avant, et encore plus avant aux colonies anglaises sous l'ère élisabéthaine et de la traite négrière. C'est ce pôle très, très lié à la vieille Angleterre, hein, c'est-à-dire même déjà sous l'époque de Cromwell, ces protestants anglais massacraient les catholiques irlandais. Mais c'est cette mouvance-là qui, quand elle s'est déportée dans les colonies aux Amériques, a donné plus tard les sudistes et puis les néoconservateurs à l'époque de Kennedy. Et ces gens-là sont très liés, y compris familialement, aux élites anglaises qui sont, elles, très imbriquées avec les élites sionistes, si vous voulez. C'est-à-dire juifs sionistes dédiés à la résurgence d'Israël par la destruction des branches religieuses résiduelles où qu'elles soient. Et donc l'Angleterre colonialiste avait déjà fomenté l'assassinat du tsar Nicolas II pour dégrader la branche orthodoxe. Des juifs sionistes s'étaient imbriqués dans l'appareil d'État bolchevique et avaient concouru à massacrer le plus d'orthodoxes possible.
quand le leadership s'est déplacé de l'Angleterre aux États-Unis, les Américains ont poursuivi le processus de dégradation de la branche russe par la guerre froide. Et quand Kennedy a voulu stopper ce processus-là, ils l'ont assassiné. Et ils sont redéportés au Vietnam. Ils ont perdu dans la confrontation directe. Et c'est là que le terrorisme naît. Les Américains se vengent des Russes pour la défaite au Vietnam, en Afghanistan, en finançant des terroristes. Поздравляю вас, товарищи американцы! Вы родились в рубашке. Это был сильный обстрел. Граната прошла прямо перед БТРом. У меня это уже 13-й обстрел. Если бы в нас попали, я думаю, этот фильм бы уже никто не увидел. This is Afghanistan. Alexander the Great tried to conquer this country. Then Genghis Khan, then the British. Now Russia. But Afghan people fight hard. They never be defeated. Ancient enemy, make prayer about these people. You wish to hear? Very good. It says, may God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan. You understand what this means? That you guys don't take any shit? Yes. Something like this. We go now. Tout en faisant assassiner des gens qui luttent pour leur propre identité, la Massoud en Afghanistan, et en misant donc sur la contrepartie de leur propre violence dégradante à eux, c'est-à-dire les talibans qui après donneront Al-Qaïda, puis après Daesh. Donc toute cette ère de guerre au terrorisme est une imposture, c'est la contrepartie violente du monde judéo-protestant qui, sous des accusations inversées, trouve un prétexte à dégrader des branches religieuses ou résiduelles comme la branche catholique, la branche orthodoxe ou le monde de l'islam, ou alors des anciennes sphères d'influence de l'ex-URSS. On est dans un processus de dégradation et tout ça concourt à l'autonomie énergétique d'Israël avec une configuration énergétique qui mettrait le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous les pays arabes affiliés aux judéo-protestants sont en train de se juxtaposer dans une matrice globale dont la configuration énergétique est un réseau qui met Israël au centre des impulsions. Et ça serait le meilleur monopole pour les mondialistes. Robert Kennedy Jr. just dropped a truth bomb about Syria that will shock every single American. Yes, Robert Kennedy Jr., the nephew of the U.S. President John F. Kennedy, who was assassinated, appeared on Radio Sputnik to break down the truth behind the Syrian crisis. Kennedy writes that the U.S. decided to remove Syrian President Bashar al-Assad from power after he refused to back a Qatari gas pipeline project. If you look at the roots of this war, it's a pipeline war. It was a Sunni revolution that was funded by our allies, by Qatar and Saudi Arabia, and in many cases, the soldiers of this revolution were trained and armed by the United States. Just watch. Come on. Et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Laurent Fabius menace de recourir, lui, à la force. Déjà, est-ce que c'est possible et quelle forme peut prendre cette intervention? Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. François Hollande, en la France, semble déterminé. Donc ça veut dire quoi? Il va y avoir une frappe la semaine prochaine si le Congrès donne son aval. Ah oui, je pense que c'est
Alors, Oui, oui, vous pensez que c'est... oui, Oui, vous pensez ça que me c'est sûr. rappelle... Ça, oui, ma réponse est oui. Mais ça me rappelle Quand, une à très... votre avis avant la fin de la semaine prochaine. Une explosion énorme à Hama, en Syrie. 31 personnes au moins ont péri. Sur ces images, on voit les rebelles préparer apparemment le camion bourré d'explosifs qui sautera quelques minutes plus tard à un point de contrôle de cette ville du centre du pays, tenu par les forces gouvernementales. Un kamikaze a fait détonner le camion près d'une entreprise de véhicules agricoles. Il y a plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Ça ne représente pas le peuple syrien, dit ce soldat. Ce terroriste est sûrement du Qatar ou d'Arabie Saoudite. J'allais en cours à Salamia, raconte cet étudiant, quand les explosions ont commencé. La première a blessé cette jambe, la seconde, mon autre jambe. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le kamikaze appartiendrait au Front al-Nosra, proche d'Al-Qaïda, un groupe qui serait aussi responsable d'un attentat suicide la veille à un checkpoint à Damas. Le dossier suivant, il s'agit de l'aide apportée au titre des grands projets à l'entreprise Campus Coquerie, la Commercy, pour la construction d'un centre de formation, une aide de 600 000 €. Madame Fontaine et Monsieur Villain. Bon, je ne serais pas étonné qu'on intervienne sur ce dossier. On est déjà beaucoup intervenu en commission technique. Il y a un grand décalage entre la présentation de ce dossier et la réalité du projet. La présentation est bien pudique. On nous parle d'un centre de formation séminaire international qui offrira une infrastructure de pointe. Quand même, l'infrastructure de pointe et les formations internationales, c'est pas n'importe quoi. C'est de la formation à la guerre, à l'utilisation de tourelles de chars. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui, parce que pour le moment, cette infrastructure va bien être construite pour un public très particulier qui sont des Saoudiens. C'est pas n'importe quoi, on apprend à faire la guerre à des Saoudiens, on n'est pas sûr qu'un jour on ne les retrouvera pas quelque part en face de nous sur un terrain quelconque, et c'est quand même un pays qui n'est pas exemplaire en matière de respect des droits de l'homme. On a certainement tous lu ou reçu des pétitions concernant deux personnes emblématiques actuellement, Ali Mohamed Al-Nir, qui est condamné à mort pour s'être opposé au régime, Raïf Badam, qui est condamné à 1000 coups de fouet pour insulte à l'islam. C'est quand même... Est-ce que l'argent des Lorrains, est-ce que cette entreprise a besoin de l'argent des Lorrains pour faire cette formation? Est-ce que tous les Lorrains seraient d'accord pour aider cette entreprise à former des Saoudiens à utiliser des machines de guerre? Nous, Europe Écologie, nous voterons contre ce dossier. Monsieur Villain. Oui, Monsieur le Président, en commission, on a évoqué ce sujet et vous avez précisé que cette subvention servirait à former du personnel militaire de l'Arabie Saoudite. On vous avait demandé de retirer ce sujet, vous le gardez aujourd'hui à l'ordre du jour. On se demande comment vous pouvez demander aux Lorrains de participer au financement d'une entreprise qui forme du personnel militaire d'Arabie Saoudite. Vous connaissez le respect des droits de l'homme de ce pays-là. Vous savez qu'il est géré par la charia. Aujourd'hui, on s'abstiendra. On votera contre, pardon, on votera contre. Madame Leblanc, vous souhaitiez la parole? Oui. Pardon. Oui. Je voudrais ajouter que par rapport au compte-rendu de commission, il me semble qu'il y a une erreur, parce que l'avis n'était pas favorable à la majorité. Il y a deux personnes qui ont voté pour le dossier, M. Villemain et M. Spesman. M. Villain a voté contre, comme moi, et M. Guillaume s'est abstenu. C'est bien cela, oui. À moins que la voix du président compte double. Non, vous avez raison. Voilà, c'est bien 2 votes pour, 3 votes contre et une abstention. Voilà. Je voudrais ajouter aussi que le message qu'on envoie à tous les défenseurs des droits humains, je voudrais qu'on se pose la question, quel est-il le message qu'on envoie aux défenseurs des droits humains? Parce que en soutenant
la formation de militaires, on envoie clairement le message qu'on soutient le gouvernement tel qu'il est actuellement. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Donc nous redemandons à ce que le dossier soit retiré, et auquel cas nous demandons vraiment à l'Assemblée de prendre ses responsabilités. Imaginez ce que c'est que de prendre 50 coups de fouet, la peau qui se déchire dans le dos. Hein? Ensuite, on est soigné. Je ne vous parle même pas d'anesthésie, parce qu'on imagine les conditions que subissent les gens quand ils sont torturés. Et on en remet une dernière fournée. Ils n'ont même pas réussi à aller au bout de la deuxième série de 50 coups de fouet. C'est ces gens-là qu'on veut soutenir? S'il vous plaît, quoi. Madame Bild, vous souhaitez la parole? Oui. Moi, je vais intervenir sur directement plutôt la partie économique. On a déjà dépensé beaucoup d'argent sur ce site suite au départ des militaires, il faut le dire. Donc maintenant, on nous fait revenir des gens. Et on promet de construire aussi une piscine et un centre nautique, parce que tous ces braves militaires, il faudrait les aider. Donc, par contre, on pourrait peut-être déplacer aussi, tant qu'on y est, la piste de ski d'Amnéville, qui est une catastrophe. Comme ça, ils auraient la totale, ils pourraient venir plus nombreux. Qu'on ne parte pas dans tous les sens. Il n'y a pas de piscine dans ce dossier. Hein. Non, là, aujourd'hui, il n'y a pas de piscine. Nous aurons peut-être un jour, mais pas cette année, un dossier de la communauté de communes de Commercy qui reconstruit une piscine à Commercy, parce que sa piscine a 40 ans d'âge, ça sera autre chose. Sur le site, nous sommes bien tous d'accord, nous ne finançons pas la formation. Cette formation, elle est financée par le marché. Nous avons une demande. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, et après on mettra au vote. Et on va pas... Nous avons une demande d'un groupe industriel qui a besoin de former et ses salariés 6 mois par an, et pendant 4 ans, un marché avec le groupe General Mécanique, qui est un groupe canadien qui vend à l'Arabie Saoudite cette première vague de machines qui sont fabriquées par le groupe Cockerill, qui est sous-traitant du groupe General Mécanique. Pour cela, ils vont accueillir 6 mois par an pendant 5 ans, effectivement, les militaires qui vont utiliser et les mécaniciens qui vont utiliser ce groupe. C'est un investissement de long terme sur le territoire qui va permettre de former et ces gens-là la moitié de l'année, et d'autres salariés, d'autres entreprises lorraines et de l'entreprise CMI à travers le monde sur le site de Commercy. Donc notre aide, elle est à l'entreprise CMI, entreprise dirigée par un Lorrain, qui développe en Lorraine une formation, certes sur ce marché, et on entend tout ce que vous dites, et aussi sur d'autres éléments. C'est pour ça que nous maintenons le dossier et que nous souhaitons que l'on vote pour ce dossier. Pardon, j'ai M. Villain et M. Manoury. Monsieur le Président, que vous le vouliez ou non, cette subvention sert à financer de la formation du personnel militaire d'Arabie Saoudite. Alors vous êtes en train d'essayer de nous transformer ça, mais la réalité, elle est bien là. Donc nous maintiendrons notre rejet de ce dossier. Bien entendu. Monsieur Manoury. Oui, Monsieur le Président, moi je ne fais pas partie de la commission économique. Mais au vu de ce que j'ai entendu, des arguments développés par les uns et les autres, parce que je pense qu'au-dessus de l'économie, il y a aussi la morale, le groupe Je suis Lorrain s'abstiendra. Je vous remercie. C'est noté. Madame Fontaine. Oui, je veux bien entendre qu'on finance des bâtiments, mais on sait que ces bâtiments vont être construits pour recevoir. Alors, sur la communication officielle de l'entreprise, c'est pendant 7 ans des militaires du Golfe, quoi. C'est ça. Je vous ai répondu pendant 6 mois par an et les 6 autres mois, je vous ai répondu. Je ne vais pas vous redire ce que. Oui, non, mais quand même, c'est pas. Oui, et puis même si c'est d'autres pays, si c'est des gens qui viennent d'autres pays, c'est quand même de la formation à faire la guerre. Ok. Écoutez, je vous propose de mettre au vote. On a donc vote contre du groupe Front National, vote contre du groupe Europe Écologie Les Verts, abstention du groupe Je suis Lorrain. Les autres sont pour. Abstention du groupe UMP. Pardon. Abstention du groupe communiste.
Si le groupe socialiste est encore plus nombreux, je pense, des abstentions sont des abstentions. Donc en vote pour, j'ai le groupe socialiste qui est donc plus nombreux que, je compte, 3 et 2, 5, 8. J'ai 8 plus 11 même avec les procurations, le groupe socialiste est plus nombreux. Donc ça passe. Très bien. Le rapport 2.14. C'est-à-dire tous les gens qui sont au sein des appareils d'État, qui font des intérêts privés de court terme avec l'argent du contribuable, donc en laissant la dette, en coulant les économies intentionnellement, et qui détournent la dynamique des nations qu'ils ont infiltrées vers la dégradation de régimes antagonistes à l'établissement de ce nouvel ordre mondial. Voilà. Et donc Kennedy, à son époque, est en travers de la route de ces mondialistes qui sont... les néoconservateurs racistes américains sont juxtaposés avec ce projet mondialiste. Et... comme il y a toujours le racisme et le rapport au noir, les sudistes c'était la traite négrière, sous l'époque de l'ère élisabéthaine, Drake et son cousin c'était la traite négrière déjà à cette époque, donc c'est bien l'Angleterre sioniste aussi. Comme Kennedy était pour l'émancipation des Noirs, il était doublement en travers de... Parce qu'il faut comprendre que le nouvel ordre mondial avec Israël au centre des impulsions maintient le continent africain comme une poubelle de défaussement. C'est-à-dire que les Noirs jouent le rôle de poubelle de défaussement de cet axe judéo-protestant, c'est-à-dire le trio infernal, à dire le triangle des Bermudes, Londres, New York, Jérusalem, si vous voulez. Et l'Afrique est véritablement une poubelle de défaussement de tous les pays qui suivent cet axe infernal. Et donc, comme Kennedy était pour la fin de la guerre froide et pour l'émancipation des Noirs, il se fait assassiner. Et évidemment, tous les leaders d'émancipation de l'Amérique des années 60, les leaders d'émancipation des Noirs se font assassiner. Martin Luther King, Malcolm X, c'est le frère de Kennedy. Donc toute cette Amérique des années 60 qui tentait une émancipation a été volontairement dégradée. Et progressivement, ce coup d'État fait par un axe judéo-protestant extrémiste sioniste va dégrader la dynamique enclenchée dans les années 60 et s'y substituer. Et au bout du bout, ça arrive à Obama, c'est-à-dire la version des Noirs substituée par l'Amérique raciste liée au sionisme international à la place de celle qu'ils ont court-circuitée dans les années 60. C'est pour ça que Barack Obama est un personnage totalement inversé. Et alors regardez, le World Trade Center 1958-1973, c'est le symbole de cette Amérique des années 60 que les racistes, une fois le coup d'État fait, vont essayer de dégrader. Une première fois en 93, on le sait parce qu'on sait aujourd'hui que le FBI en était responsable, c'est-à-dire qu'ils ont mis totalement ils ont monté totalement ces cellules terroristes et déjà à tort, l'Irak avait été accusé. Le 26 février 1993, une bombe explosa dans les parkings souterrains de la tour nord du World Trade Center à New York. Elle fit 6 morts et des dizaines de blessés. L'explosion éventra plusieurs niveaux dans les souterrains de la tour, mais ne mit pas en péril l'intégrité structurelle de l'édifice. Le FBI remonta très rapidement aux coupables, un groupe d'islamistes mené par un certain Ramzi Youssef. Plusieurs d'entre eux furent condamnés par la suite à la prison à vie. Depuis ce jour, le sentiment de sécurité des Américains, qui s'étaient toujours sentis à l'abri sur leur territoire, fut mis à mal pour toujours. Voici comment débutait un documentaire de la série The FBI Files, consacré précisément à l'attentat de 93 contre le World Trade Center. I'm Jim Kellstrom, former director of the FBI's New York office. Terrorist bombings are what happen in other countries, not here in the United States. And yet, in 1993, it happened in New York City. The World Trade Center bombing rattled our notion of domestic security. It shook the foundation of our belief that we're not vulnerable to terrorism. The cracks it caused in our self-confidence can never be repaired. If it happened once, could it happen again? It was the question in everyone's mind. Dommage que ce soit précisément le FBI qui ait sponsorisé l'attentat de 93 au World Trade Center.
Le procès mit en effet en évidence le fait que c'est le FBI qui avait fourni aux terroristes le matériel pour confectionner la bombe, au travers d'un de ses infiltrés, l'ex-militaire égyptien Emad Salem, spécialisé dans la fabrication de bombes. There is some evidence that the FBI may have known of the plot in advance through an informant and might even have stopped the bombing that killed 6 people. Correspondent Jacqueline Adams has the story. FBI agents might have been able to prevent last February's deadly explosion at New York's World Trade Center. They discussed secretly substituting harmless powder for the explosives, but they didn't, according to the FBI's own informant, Emad Salem. Unbeknownst to the FBI at the time, Salem recorded many of his conversations with his handlers. In one, Salem complains to an FBI agent, "Since the bomb went off, I feel terrible, I feel bad, I feel here is people who don't listen." The agent replies, "Hey, I mean, it wasn't like you didn't try and I didn't try. You can't force people to do the right thing." Voici un autre extrait des enregistrements où l'on voit Salem confirmer que la bombe a été fabriquée sous la supervision du FBI. We was start already building the bomb, which is went off in the World Trade Center. It was built by supervision from the Bureau and the DA, and we was all informed about it, and we know that the bomb start to be built. By who? By your confidential informant. Ted Gunderson est un ex-agent du FBI qui, après avoir quitté ses fonctions, a dénoncé l'implication de sa propre agence et de manière plus générale du gouvernement américain dans tous les principaux attentats survenus aux États-Unis au cours de ces 20 dernières années. Oklahoma City, the first World Trade Center bombing, second World Trade Center bombing, were all orchestrated, and our government knew about it. And in some cases, like the first World Trade Center, they furnished the explosives and the training for these guys. Et revoici ce même Gunderson qui commente l'implication du FBI dans le premier attentat du World Trade Center, celui de 93. As a result of testimony in the trial and the informant, the FBI informant in the trial, a fellow named Salam, a 43-year-old former Egyptian army officer. Emad Salam. Right, he was the informant for the FBI. And he recorded his conversations secretly with this. So when it came time for trial, he said, "Hey, wait a minute, here's what really happened." Now, he told the FBI in advance that they were going to bomb it. He was assigned, given the assignment to put the bomb together. And he went to his supervisor, his FBI supervisor, and said, "We're going to put a dummy bomb in here, right?" And the FBI supervisor said, "No, we're going to put a real bomb." Le juge Andrew Napolitano a réalisé pendant plusieurs années les analyses politiques pour la chaîne Fox News. Dans cette émission, où il parle de 17 affaires d'attentats apparemment déjouées par le FBI, il explique que ce même FBI infiltre et parvient à convaincre les différents groupes d'aspirants terroristes à préparer ces attentats, exactement comme ils l'ont fait dans le cas du World Trade Center. But the more curious cases are the remaining 17, for which the federal government has taken credit. They all have a common and reprehensible thread. They were planned, plotted, controlled, and carried out by the federal government itself. In all of these 17 cases, from the Fort Dix 6 to the Lackawanna 7 to the Portland Parade bomber, the feds found young men of Muslim backgrounds, loners who were bitter at America. They befriended them, cajoled them, and persuaded them that they could change the world by killing Americans. In all these cases, agents worked undercover and portrayed themselves to the targets as Arabs of like un-American mind. In some cases, the federal agents used third parties to act as middlemen. The third parties were typically persons who had been convicted of crimes and who, in return for leniency at their own sentencings, were willing to work with the same feds who prosecuted them in order to help the feds entrap whomever else those feds were pursuing. Voilà, selon Ted Gunderson, le motif pour lequel le FBI se serait impliqué de manière directe dans tous les principaux attentats de ces dernières années sur le sol américain. Okay, back in the 80s, 1980s, the Department of Justice proposed legislation to fight terrorism. And this legislation took away many of our constitutional rights and civil liberties. One of the authors, a female attorney with the Department of Justice, publicly made this statement, I've got her name on my file someplace, that before this passes, people will have to be killed. Well, so that was the reason, I feel, for the 1993 World Trade Center bombing. Unfortunately for them, fortunately for us, the good guys, there were only 6 people killed, not enough to pass the legislation.
Une affirmation que vient corroborer l'écrivain Steve Emerson, auteur du livre American Jihad. I heard it repeatedly after the 93 World Trade Center bombing by saying they didn't kill enough people. It wasn't said by militants, it was said by FBI agents. They didn't say it because they wanted more blood, but they understood that it would take more blood in order to get the government to react. 8 ans plus tard, ils ont finalement obtenu satisfaction. L'Irak était un régime laïque socialiste résiduel et antagoniste aux intérêts d'Israël. Donc vous voyez bien en 2001, quand Bush le fils prend la suite, on est bien dans le processus de dégradation du symbole du World Trade Center de cette Amérique des années 60, qui là est complètement détruite, et qui déporte la dynamique pour faire des intérêts privés de court terme. Bush et son administration ont fait beaucoup d'argent sur cette guerre au terrorisme, tout en dégradant, grâce à l'argent du contribuable, des pays antagonistes à la résurgence d'Israël. Là, on a vraiment tout le plan. Et donc, au bout du bout, une fois que cette dynamique des années 60 a été détruite, après l'ère de George Bush Jr., élu deux fois de suite en trichant, et ben, le système tronqué, c'est-à-dire les judéo-protestants qui ont volé le pouvoir dans les années 60, ont voulu se prolonger en proposant leur propre version du noir qu'ils ont court-circuité dans les années 60. D'ailleurs, Obama s'est présenté sur les pas de Kennedy en allant en Allemagne quand il a débuté son mandat. Et on l'a présenté pratiquement comme le roi lion. Barack Obama's foreign policy advisor, Christian. Obama mania, meanwhile, is spreading from Iowa to New Hampshire all the way to Central Europe. The International Herald Tribune reports the Illinois senator has become huge in Germany, where he is being compared to the much-loved John F. Kennedy. The Berliner Morgenpost ran a headline this morning calling him the new Kennedy. The tabloid Bild said the black American has become the new Kennedy. And an editorial in the Frankfurter Rundschau had a headline, Lincoln, Kennedy, Obama, and said that, quote, hope and optimism are the source of the nation's strength. Meanwhile, an inmate in the Pueblo County, Colorado jail who was injured during his second escape is suing the county and several officials because the jail was not secure enough to prevent him from breaking out. And despite past differences, this is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives. This is the moment when we must come together to save this planet. My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father. La vérité, c'est que quand on regarde le profil d'Obama, il a tout d'un personnage totalement inversé. Et on le verra. Alors, je continue quand même sur ces années 60. Ils ont assassiné tous les leaders d'émancipation de ces années-là, mais il fallait dégrader la dynamique. Donc ils ont mis Woodstock en place, donc sexe, gangstérisme et drogue, pour pervertir la jeunesse. Et toutes les Noirs aujourd'hui qui se prétendent les héritiers des années 60, en fait, sont tout à fait inscrits dans l'imposture de Woodstock, c'est-à-dire ce sont des Noirs judéo-protestantisés. Ils sont totalement soumis à la logique judéo-protestante. C'est ce qu'on appelle le gauchisme sioniste. Et donc vous avez la configuration Obama, Oprah Winfrey, Snoop Doggy Dogg, Beyoncé, l'une qui est habillée comme une prostituée du Bronx. Je ne pense pas que Martin Luther King se battait pour ça. Snoop Doggy Dogg, donc on a compris, gangstérisme, drogues et sexe. Oprah Winfrey, c'est la société de consommation à outrance. Ça répond tout ça au coton, tabac, arme à feu, traite négrière des sudistes.
que les néoconservateurs vont moderniser, mais c'est ça. Hein. Et Obama, donc le président du gauchisme mondial totalement soumis au sionisme. On le trouve dans son profil à Obama d'ailleurs. Hein. Son père en réalité est un communiste hawaïen agitateur, Frank Marshall Davis. Sa mère est une gauchiste. Pour cacher cette union à l'époque de la guerre froide, elle va accoucher au Canada et on évince le père communiste d'Obama. Et puis on va y substituer un père indonésien totalement retourné, c'est-à-dire un agent américain indonésien, si vous voulez, et qui en fait correspond à la contrepartie du gauchisme international qui va faire fabriquer parce qu'une fois que les Américains perdent au Vietnam, ils sont bloqués dans leur processus de dégradation mondiale des cultures par la contamination de leurs propres symptômes uniquement consuméristes, défaitistes. Et donc la contrepartie du beau-père d'Obama, c'est la symbolique hein, du gauchisme dédié aux sionistes, c'est le fait qu'ils vont faire fabriquer leurs chaussures de sport là-bas. Hein, le Nike, tout ça, quoi. Hein, Obama a tout du profil inversé, c'est-à-dire en fait, il n'a pas du tout un père kényan, il n'a pas des origines de personnes représentant l'émancipation de l'Afrique. Il est en fait un gauchiste afro-américain totalement dédié au sionisme qui permet au système par une imposture historique de prolonger le pillage du monde et de l'Afrique particulièrement pour permettre aux judéo-protestants de se complaire dans la société de consommation. Voilà. Le bout du bout de tout ça, si vous voulez, c'est Hillary Clinton, c'est-à-dire le gauchisme suprémaciste lesbien totalement soumis au sionisme. Et qui elle, alors le bout du bout, elle a proposé, si elle était élue présidente, au comité de validation du futur président américain par les affairistes juifs, hein, les PAC, elle a proposé de coupler la future matrice globale, c'est-à-dire la Silicon Valley, au pôle militaire israélien. C'est-à-dire, on en arrive au puçage de l'homme, c'est-à-dire au monde artificiel, c'est-à-dire à l'humanité enfermée éternellement au service des élites extrémistes juives, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire le gauchisme, le bout du gauchisme hystérique, ça pousserait ces gens-là à s'enfermer totalement au service d'élites extrémistes juives, hein, sous le biais de l'humain artificiel. Aujourd'hui, l'absurdité du mouvement gauchiste et le fait de la haine des mouvements religieux implique un refus d'émancipation et un enfermement dans une soumission complète au judaïsme. C'est par le biais de l'homme artificiel. Et donc toute cette mouvance, dont Obama est un personnage inversé, mais dont le bout du bout est la complaisance organique lesbienne que représente Hillary Clinton, le bout du bout de ça, toute cette mouvance a toujours utilisé de toute façon des accusations inversées, crimes contre l'humanité, négationnisme, puis la mythologie choatique, les chambres à gaz et les savons humains. La réalité, c'est que la complaisance dans la société de consommation qui fait que les goïs se sont toujours massacrés les uns et les autres pour des raisons de compétition stupide et pour toujours se prolonger dans une société de consommation terrible, donc les savons humains, hein, c'est-à-dire la graisse humaine, c'est le symbolique, on couple ça au mensonge inversé qui consiste à utiliser la mythologie choatique avec les chambres à gaz, c'est-à-dire on est en train de masquer la réalité factuelle selon laquelle on enferme progressivement les gens dans le mensonge du monde artificiel. En parallèle du fait qu'ils se complaisent dans la société de consommation et se massacrent entre eux pour se prolonger dans cet aspect-là. Donc les savons humains, les chambres à gaz. Et on en arrive à l'humain artificiel au service des élites extrémistes juives. Voilà la réalité du monde. Et Obama est une étape de l'imposture de ce monde judéo-protestant qui, par l'assassinat et le vol du pouvoir aux États-Unis, s'est prolongé dans le temps. L'axe judéo-protestant s'est prolongé dans son hypocrisie dans le temps par des subterfuges et des inversions dont Obama est un exemple. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Ben oui, au fur et à mesure, Israël prend de plus en plus d'importance et le judaïsme croît, si vous voulez, au détriment des cultures religieuses dégradées intentionnellement. Et donc avec Hillary Clinton, l'Iran est en ligne de mire, la Syrie, la Russie, et on aurait une guerre de masse totalement stérile et dégradante. Voilà. Secretary Clinton.
Well, we're working hard. We're working hard. I said at the end of the day. The end of the day may be next year. It will be. It will be next year. Yeah, I'm waiting. Look. I think the president has been very, very clear on this. He has always said all options are on the table, and he means it. They're having troubles now. The sanctions are not complete yet. We want to squeeze them down more, but they're having an effect. And then, frankly, there are those who are saying the best thing that could happen to us is be attacked by somebody. Just bring it on, because that would unify us. It would legitimize the regime. An argument is made constantly on the hard line side of the Iranian government that, we're not going to give anything up. And in fact, we're going to provoke an attack, because then we will be in power for as long as anyone can imagine. And that's the reason I say, if anybody's going to do it, we ought to do it, because we have the capability of doing it. And hopefully we won't get to that. I mean, that would be I think. Because you. Well, my friends, Israel's security is non-negotiable. We need steady hands, not a president who says he's neutral on Monday, pro-Israel on Tuesday, and who knows what on Wednesday, because everything's negotiable. One of the first things I'll do in office is invite the Israeli Prime Minister to visit the White House. And I will send a delegation from the Pentagon and the Joint Chiefs to Israel for early consultations. Let's also expand our collaboration beyond security. Together we can build an even more vibrant culture of innovation that tightens the links between Silicon Valley and Israeli tech companies and entrepreneurs. There is much Americans can learn from Israel, from cybersecurity to energy security to water security. Now, all of this work, defending Israel's legitimacy, expanding security and economic ties, taking our alliance to the next level, depends on electing a president with a deep personal commitment to Israel's future as a secure, democratic Jewish state, and to America's responsibilities as a global leader. For the security of Israel and the world, we need America to remain a respected global leader, committed to defending and advancing the international order. I don't think Russia and China believe they are paying any price at all, nothing at all, for standing up on behalf of the Assad regime. The only way that will change is if every nation represented here directly and urgently makes it clear that Russia and China will pay a price, because they are holding up progress, blockading it, that is no longer tolerable. What I said yesterday is that the claims by President Putin and other Russians that they had to go into Crimea and maybe further into eastern Ukraine because they had to protect the Russian minorities. And that is reminiscent of claims that were made back in the 1930s when Germany, under the Nazis,
kept talking about how they had to protect German minorities in Poland, in Czechoslovakia, and elsewhere throughout Europe. So I just want everybody to have a little historic perspective. I'm not making a comparison, certainly, but I am recommending that we perhaps can learn from this tactic that has been used before. Well, he's very tough. He's a very arrogant person to deal with. And I would be thrilled if the Russian people, who are so capable, had a normal country that they could chart a different future. I think that will be next to impossible, at least for the short term, with Putin. Most leaders are not going to make decisions based on their personal relationships. You know, this is the president that looked in the soul of Putin, and I could have told him he was a KGB agent. By definition, he doesn't have a soul. I mean, this is a waste of time. The time has come for the international community to unite around a plan for post-Assad Syria. This morning, President Obama called on Assad to step aside. Assad's time is done. He has to go. Well, I think we've been very clear in what we have said about his loss of legitimacy. I think we were among the very first to say it. The world will not waver. Assad must go. Assad must transfer power and depart Syria. I think that based on definitions of war criminal and crimes against humanity, there would be an argument to be made that he would fit into that category. President Assad is not indispensable, and we have absolutely nothing invested in him remaining in power. It's clear that President Assad cannot and has failed to bring peace, stability, or positive change to the Syrian people. We cannot permit President Assad and his regime to have impunity. Syrians deserve a peaceful transition. The transition to democracy in Syria has begun, and it's time for Assad to get out of the way. The Assad regime continues to wage war on the Syrian people. But what we really need to do to put the pressure on Assad must go. Assad's days are numbered. President Assad, regime. The Assad regime. Assad regime. Removing the Assad regime. We think Assad must go. Assad goes. Alors, qu'en est-il du film qui fait scandale et qui dépeint l'islam comme un cancer? On en sait un peu plus sur le réalisateur Sam Bassil, qui se dit israélo-américain. Il affirme avoir réuni 5 millions de dollars pour le tourner auprès de donateurs, pour la plupart juifs. Le scénario de l'attaque du consulat américain de Benghazi devient aussi, au fil des heures, de plus en plus précis. Martine Laroche-Joubert. Comment et par qui l'ambassadeur Christopher Stevens et 3 autres Américains ont-ils été tués mardi soir? 22 heures à Benghazi, l'attaque du consulat était peut-être déjà planifiée par des extrémistes. Ils assaillent à coups de lance-roquettes le bâtiment. Des gardes de sécurité libyens auraient riposté avant de disparaître. Un incendie se déclare. L'ambassadeur est à l'intérieur du bâtiment. Avec 2 autres Américains, ils se seraient alors séparés, asphyxiés par la fumée. Un officier américain revient plus tard sur les lieux. L'ambassadeur est introuvable. Sur cette photo prise de nuit, difficile de dire s'il est secouru
ou lynché. Le médecin de l'hôpital de Benghazi témoigne sur une possible asphyxie. Il n'y avait pas de traces de coups sur son corps, seulement de la fumée. Le consulat et son annexe, 3 autres Américains sont morts, gardent les traces d'attaques violentes. Elles ont duré au moins 4 heures. Elles ont commencé pendant cette manifestation contre la diffusion d'un film visible sur Internet, L'innocence des musulmans. Une suite de séquences bâclées où le prophète Mahomet est présenté comme un imbécile. Qui est le metteur en scène? Officiellement, il s'appelle Sam Bassil. D'abord, il n'est pas israélien. Ensuite, son vrai nom n'est pas Sam. Je ne connais pas son vrai nom. Quant à l'une des actrices du film, elle soutient qu'elle croyait avoir tourné dans une fiction. On m'avait dit que la scène se déroulait il y a 2000 ans. En décembre 2012, Hillary Clinton s'est déshydratée due à une grippe intestinale. Elle a fini par s'évanouir. Elle est tombée et a subi une commotion cérébrale. Au début, certains ont affirmé qu'elle faisait semblant d'avoir la maladie afin d'éviter de témoigner sur l'attentat contre l'ambassade américaine à Benghazi. Mais quand il a été révélé que Clinton est restée à l'hôpital pendant 3 jours et que les médecins lui ont enlevé un caillot de sang dans une veine de son cerveau, la théorie de la conspiration a disparu. Clinton a souffert d'une double vision résiduelle pendant une courte période après la chute, l'obligeant à porter une lentille correctrice. Un plastique adhésif prisme de Fresnel a temporairement été placé sur les lunettes de Clinton pour corriger sa vision double. Elle portait même cette lentille quand elle a finalement donné un entretien sur Benghazi devant un congrès. Everything points to a terrorist attack, and yet 5 days later, Susan Rice goes on 5 TV shows, and she says this: Benghazi was a spontaneous reaction as a consequence of a video. A statement we all know is false. Your experts knew the truth. Your spokesperson knew the truth. But what troubles me more is I think you knew the truth. I want to show you a few things here. You're looking at an email you sent to your family. Here's what you said. At 11 o'clock that night, approximately 1 hour after you told the American people it was a video, you say to your family, 2 officers were killed today in Benghazi by an Al-Qaeda-like group. You tell the American people one thing, you tell your family an entirely different story. The next day, within 24 hours, you had a conversation with the Egyptian Prime Minister. You told him this: we know the attack in Libya had nothing to do with the film. It was a planned attack, not a protest. Let me read that one more time. We know, not we think, not it might be, we know the attack in Libya had nothing to do with the film. It was a planned attack, not a protest. State Department experts knew the truth. You knew the truth, but that's not what the American people got. And again, the American people want to know why. Why didn't you tell the American people exactly what you told the Egyptian Prime Minister? Well, I think if you look at the statement that I made, I clearly said that it was an attack, and I also said that there were some who tried to justify it on the basis of the video, Congressman. And I think but real quick, calling it an attack is like saying the sky's blue. Of course, it was an attack. Well, we want to know the truth. The statement you sent out was a statement. I was there, and we were nose to nose at the coffin ceremony. She lied to me. She told me it was the fault of the video. I said, "Are you sure?" And she says, "Yes, that's what it was. It was the video." And she knew full well it wasn't at that time. And then she says she was going to check, and if it's any different, she would call me back. She would let me know. She has never once spoken to me or her office. The only thing I ever got out of them is that I am not a member of the immediate family, and I don't need to know. What do you mean you're not a member of the immediate family? You're his mother. Well, that's what I said, and they don't care. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, parce qu'il faut quand même, je suis français moi, donc il faut quand même remettre ça aussi dans le contexte français. Les mêmes qui ont assassiné Kennedy ont ensuite dégagé De Gaulle, parce que De Gaulle et Kennedy avaient un point commun, c'était qu'ils étaient contre le nucléaire israélien et qu'ils n'étaient pas complètement hostiles aux Russes. Et donc, ils avaient essayé d'assassiner De Gaulle en 62, ils assassinent Kennedy en 63, et comme ils n'arrivent pas à avoir De Gaulle, ils le virent par mai 68.
Et ils se servent des revendications ouvrières à l'époque pour pour enfoncer la porte. Ensuite, ils dégagent les ouvriers, ils mettent des pseudo-intellectuels dégénérés pour formater la France à l'American Way of Life à outrance. Les Français étaient trop pain, vin, saucisson, et il faut qu'ils consomment McDo. Et ils demandent à cette génération de mai 68 de former Sarkozy et Hollande pour préparer plus tard le marché transatlantique. Ce qui fait que, au bout du résiduel, on va dire, culturellement, le fait que les Français sont différents des Anglo-Saxons provient de la Révolution française et du fait que le rapport à la hiérarchie a été changé. C'est-à-dire que les Anglais, par exemple, sont soumis à une monarchie, donc sont un rapport au père et à la mère totalement absurde, c'est-à-dire où on met sur un piédestal le père et la mère symbolique. Mais les Français, par la Révolution française, ont acquis un héritage social dans les rapports, notamment salariés-patrons, très différents, plus émancipés. Et comme évidemment, le but de la Révolution française, c'était d'en arriver à une soumission de la France à un modèle économique judéo-protestant, parce que les judéo-protestants ont encouragé le meurtre du père dans d'autres cultures sans le pratiquer chez eux. Ça veut dire que eux, ça leur permet de garder la main. C'est pour ça qu'ils ont appuyé la décapitation de Louis XVI, mais qu'ils sont aussi, les Anglais, sont derrière l'assassinat du tsar Nicolas II. Ils ont dégradé la branche orthodoxe et catholique pour prendre la main, si vous voulez. Parce que la Révolution française apporte des acquis, mais tricher, c'est-à-dire tuer le père symbolique au lieu de s'en émanciper par la droiture, ça induit une gestion de patrimoine morbide. Et le bout du bout de la Révolution française, c'est le marché transatlantique, si vous voulez. C'était la soumission de la France. Et donc le but, c'était pas que les Français acquièrent des avantages. C'est pour ça qu'on assiste au cours du temps, et notamment après l'assassinat de Kennedy et mai 68, à la dégradation de l'héritage social français au profit d'établissement d'un modèle économique judéo-protestant. Ce qui fait que quand Sarkozy va succéder au dernier vestige, alors c'est pas grand-chose Chirac, mais au moins il y a l'intervention de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak de George Bush, si vous voulez. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nicolas Sarkozy avait promis de me pendre à un croc de boucher. Je vois que la promesse a été tenue. C'est la fin des audiences au procès Clearstream en octobre dernier. Le parquet vient de requérir 18 mois de prison avec sursis et 45 000 € d'amende contre Dominique de Villepin. Et on passe, dès que Sarkozy, qui est totalement mis en place depuis l'étranger, dès que Sarkozy arrive, on passe d'une France pro-palestinienne à une France pro-israélienne. Et toute l'économie française va être accaparée dans des guerres néocoloniales par et pour les Américains et les anglo-saxons et les judéo-protestants, si vous voulez. Et c'est pour ça que les entreprises publiques ont été intentionnellement dégradées au profit du privé, que les prix ont gonflé artificiellement, qu'on a produit un multiculturalisme forcé pour produire un magma consumériste finalement, en adéquation avec le rapport. Et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont, en parallèle de la dégradation de la culture française, essayé de dégrader les pays arabes proches des sphères d'influence de l'ex-URSS. Et c'est là qu'on voit la fausse guerre au terrorisme, avec la propre contrepartie de leur folie. Et quand les Russes sont intervenus pour bloquer le processus, ils ont réinvesti ces terroristes
contre l'Europe et plus particulièrement la France pour stigmatiser les Arabes, si vous voulez, par de faux Arabes totalement financés pour être un épouvantail de l'islam. C'est totalement des gens payés par les sionistes pour stigmatiser le monde musulman, ces terroristes. Ça n'est que la contrepartie de la folie des judéo-protestants pour avoir une excuse à inverser, à dégrader les pays arabes et à monter les gens contre les musulmans. Et voire à contaminer les musulmans qui seraient séduits par cet aspect du terrorisme, si vous voulez. C'est-à-dire utiliser la colère des gens pour la détourner dans leur profit. Et donc ils ont utilisé ces vagues de terrorisme contre l'Europe et les vagues d'immigration que leur guerre a provoquées pour accentuer ce multiculturalisme. Ils sont en train de provoquer, si vous voulez, en Europe une crise majeure. Une crise économique ou une guerre civile. Et ça leur permettrait d'accélérer le processus du marché transatlantique. Mais avant, il faut qu'ils fassent la guerre contre la Russie pour dégrader la branche russe aussi, parce qu'ils veulent soumettre non seulement l'Europe de l'Ouest, mais l'Europe de l'Est. Mais comme ils sont très lâches, ils vont pousser les Européens à faire le travail à leur place. Vous voyez ? C'est pour ça que les Anglais se barrent, parce que, si vous voulez, l'imposture de la guerre au terrorisme des années Blair et Bush, c'est la France qui était pourtant contre la guerre en Irak par Jacques Chirac, hein. Les Anglais sont très mesquins et ils sont en train de refoutre ce rapport au monde musulman totalement malsain. Ils sont en train de le faire assumer à la France qui était contre la guerre en Irak. C'est ça, c'est pour ça que les Anglais se barrent, si vous voulez. Mission accomplie. Hein. Maintenant, comme ils ont toujours eu un rôle ambigu dans l'Europe de bien foutre la merde, maintenant qu'ils ont réussi, ils se barrent. C'est ça le Brexit. Et donc je dis, Sarkozy fait son office, c'est-à-dire, puisqu'il avait été mis en place par mai 68 pour préparer le marché transatlantique, progressivement, quand il arrive au pouvoir, c'est ça. D'ailleurs, quand il est ministre de l'économie en 2004, il va vendre l'or que De Gaulle avait planqué, avait réussi à rapatrier in extremis, parce que le coup d'État qui a eu lieu en 63, par les mêmes qui ont essayé d'assassiner De Gaulle en 62, alors que Kennedy allait être élu, ça veut dire que les Américains étaient plutôt dans les pas de Kennedy. Il y a un coup d'État mis en place par l'Amérique raciste liée à la vieille Angleterre, comme je l'ai expliqué. Mais puisque, en fait, ce qui gênait, c'était que Kennedy, après avoir fait des erreurs, soit contre la guerre froide et puis pour l'émancipation des Noirs. Donc ça veut dire que quand ils l'assassinent, ils se réinvestissent dans le processus de la guerre froide. Mais ils se plantent et ils perdent sur le terrain et donc ils s'enlisent au Moyen-Orient. Et c'est là qu'on passe du couplage or-dollar à dollar-pétrole. Mais De Gaulle, lui, voit ça et il rapatrie l'or français avant que les Américains volent l'or de tous les autres. Et donc, je dis, tout se juxtapose parce que quand Sarkozy arrive et est ministre de l'économie, il va revendre aux Américains l'or français que De Gaulle avait rapatrié, il va le revendre pour une bouchée de pain. Et ça ne va pas l'empêcher de se faire élire en se faisant passer pour l'héritier de Gaulle. Donc toute l'imposture mai 68 art du côté de la droite, si vous voulez. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand Kadhafi en Libye arrive au pouvoir, il vire les Américains et il nationalise les champs de pétrole. Celui qui est derrière l'assassinat de Kennedy dans le financement, notamment, c'est le milliardaire Hunt qui avait les champs de pétrolifères en Libye. Et quand Sarkozy arrive au pouvoir, il va détruire la Libye et remettre progressivement, dans le temps, pas tout de suite, mais dans le fil dégradé de la chose, les champs de pétrole vont être remis aux mains de djihadistes fous qui vont revendre le pétrole aux pays atlanto-sionistes. Donc vous voyez comme quoi tout s'imbrique et tout se tient. Et donc Hollande, PMA, GPA, promotion du mariage gay, promotion du godemiché dans les écoles primaires, et puis même la mère Hidalgo, là, au centre de Paris, inaugure un marché aux fleurs au nom de la reine d'Angleterre. Vous voyez, tout se juxtapose à l'établissement du marché transatlantique par les dégradations culturelles de la France opérées par ces imposteurs mis en place depuis mai 68 par et pour des puissances extérieures. Ce qui fait que tous ces gens-là s'entendent avec aussi les pays arabes totalement dédiés au sionisme, le Qatar, l'Arabie Saoudite, tout ça, contre les autres, contre l'axe russe, si vous préférez. Et on est dans cette époque-là de dégradation. Et donc, ça c'était pour vous dire que quand on a Bush va correspondre dans son deuxième mandat notamment à une partie de Sarkozy, et donc on voit là que la génération mai 68 a fait son travail et que tout se juxtapose, c'est-à-dire que quand l'Amérique raciste fait le coup d'État en 63,
et continue le processus, c'est-à-dire dégrade. L'Amérique des années 60 a été dégradée par ce coup d'État progressivement. Et quand le World Trade Center, qui était symbole, est totalement dégradé, tout se juxtapose, c'est-à-dire que les gens mis en place par cette Amérique raciste, en France notamment par mai 68, se retrouvent en corrélation avec... c'est-à-dire que Hollande correspond à Obama et Bush correspond à Sarkozy, si vous voulez. Et toute cette mouvance-là se retrouve à travailler pour Israël. Vous voyez, comme quoi tout se recoupe. C'est ça que je voulais vous dire. Et on voit bien que Obama est donc bien la version du noir inversé, totalement dédié au sionisme. C'est une imposture de la CIA d'une part, mais de l'Amérique raciste, et c'est la version du noir proposée par l'Amérique raciste à la place de celle qu'ils ont consécutée dans les années 60. Donc un noir totalement dédié au pillage de l'Afrique, dont le père est un communiste, la mère une gauchiste, et le beau-père indonésien. C'est-à-dire que Obama représente tout à fait le gauchisme dédié au sionisme, dont la contrepartie se retrouve depuis l'échec du Vietnam au fait qu'ils vont faire fabriquer leurs chaussures en Indonésie. Le beau-père pro-américain indonésien d'Obama, en réalité. Est-ce qu'on fait croire que son père est un Kenyan, et en fait c'est toute une imposture montée, si vous voulez. La partie kenyane, c'est juste pour faire croire au roi lion. La réalité, c'est que son beau-père est indonésien et que son véritable père était un gauchiste qui a été caché parce que pendant l'époque de la guerre froide, c'était un sujet tabou. Voilà. Et donc Obama n'a pas la nationalité américaine puisque sa mère a accouché au Canada pour cacher la réalité. Et donc on a bien là le gauchisme. C'est-à-dire que Oprah Winfrey, Snoop Doggy Dogg, Beyoncé, tous ces gens-là vont voter pour Hillary Clinton pour voler 50 plus le système, tout en accusant les Américains qui sont plus identitaires comme Trump d'être des racistes. Don Juan, Donald Trump, the Donald. Now, for me to you, Donald, I wish I had half of your money. But for that, Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. Alors que eux, et dont Obama le symbole, sont le fruit de l'Amérique raciste, c'est-à-dire qu'ils se sont érigés sur le cadavre de Kennedy et de Martin Luther King par Woodstock, qui a donné le rap. Donc le culte du gangstérisme, les basket nights, les chaînes en or et tout ça. Et donc ils font fabriquer comme par hasard, après l'échec du Vietnam où ils ont essayé de contaminer cette partie du monde et ils se sont heurtés à un mur, ils vont fabriquer leurs chaussures là-bas et essayent de dégrader. Et donc Obama représente tout à fait ce point de blocage gauchiste en Indonésie où ils vont faire fabriquer leurs chaussures, si vous voulez. At like the age of 18, I was just on the track. Go to a good college, get a decent degree, do good. You're going to get an entry-level job down on Wall Street. You're going to work real hard. You're going to be a broker. You're going to make tons of money. You're going to be retired by a very young age. You're going to have a house on the beach in New Jersey and a couple Mercedes and a trophy wife, and that'll be the end of the game. I'm done. Multi-millionaire. That's it. I was playing professionally for the New Jersey Imperials. I was playing the best soccer of my life. I get offered this coaching job by one of my teammates to go coach at St. John's University, the NCAA Division I national champions. They're the best team in the country. I was having a blast. I was loving coaching. I was loving playing. I'm living in New York. I'm also studying stuff that I really enjoy. I'm digging into like studying theology for the first time in my life in a formal way. I get online, I start doing searches about Nike and sweatshops and labor practices. And what I found was if you wanted to pick a company that completely violates everything that Catholic social teaching is about, Nike would be your perfect case study. And at the same time I'm doing this research, St. John's University Athletic Department starts to negotiate a $3.5 million endorsement deal with Nike that would require me as a coach to wear and promote the products. St. John's University got the largest Catholic institution in the country, coupling itself with the largest sportswear company in the world. And I said, how can we, as such a public symbol of Catholicism,
do something that runs completely counter to our mission. Like, we're saying to the world then, look, you should care about the poor, and we should fight against injustice, and we should seek out the causes of poverty. Well, unless you're getting like some really good athletic equipment and $3.5 million along with it. I mean, you want to talk about just hypocrisy manifested in the real world. Like, this was it. And you have the story at St. John's. Jim Keady has caused a massive pileup. He is clearly an idealist. I didn't go to St. John's University to work for Nike. I went there to coach and to study theology. Keady, a devout Catholic, protested. How does he reach the point where he thinks it's immoral to wear the swoop? Because he's coming at it from a background of faith and religion. This isn't about just money or power or job or anything. Think about this. How many of us on a job that we really want are prepared to get a memo from the boss saying, stop doing this or you're out, and you keep doing it? I was given an ultimatum by my head coach: wear Nike and drop this issue or resign. End of story. So in June of 1998, I was constructively fired. People were telling me, you don't know what you're talking about. You know, those are great jobs, and you can live like a king or a queen on those wages, and those people are really happy to have those jobs. I want to go find out. Doesn't everybody just want to know the truth? So I wanted to know the truth firsthand. I wanted to see it, I wanted to smell it, I wanted to hold it in my hand. I knew I was going to need other people. Leslie was a natural match. Jim and I went to college together. We came together ultimately because we share an interest in labor rights issues. I eventually met back up with her a few years after school through an email about sweatshops. I really wanted to be working with these issues. And I wrote to my buddy and said, you know, who's this woman that's writing to you about this stuff? And he said, oh, she's nuts like you know, you should email her. And she was actually en route to go work with Mother Teresa's sisters in India. And I sent her off this email, hey, I got this great idea, let's go starve on Nike's wages in Indonesia. And so he's like, I really need to go. And she wrote me back, sounds great. Let's go. We plopped down in Tangerang, Indonesia, this industrial suburb outside of the capital of Jakarta, with the plans that for the next month we were going to live as Nike's factory workers lived, which meant that we were going to go live in a workers' slum outside of the capital, and we were going to live on the workers' wages, $1.25 a day for the next month, to try and come maybe to a better understanding of what it's like for Nike factory workers to make this kind of money and live under these conditions. We lived in a 9x9 cement box. It was over 100 degrees, it's 100% humidity, a small window, certainly no air conditioning. No furniture. You slept on a very thin mat on an uneven cement floor covered in shelf paper. The streets outside of your home are lined by open sewers, and what that means, like in the rainy season, you would have all that feces just float up into the streets and into your house. And every time that you go to the bathroom, it comes back out into the sewer for everybody else to see and smell. You would have football-sized rats that would stampede over the ceiling at night and come up through the toilet and look for stuff to eat in the house, or the fist-sized cockroaches that would crawl over you at night. Siapa nama Anda? Saya. Daya. Nama Jim. Nama Jim, yeah. Just like anyone around the world, you can't just drop into someone's life and be like, hi, we're here, we want to live in your life, and tell us how much it sucks. You had to build bonds of trust. Jim? Siri? Yenny? Nice to meet you. Hello. They treated us very politely, and it wasn't until they saw that we were committed in the capacity of living on the wages that they're forced to live on, in the conditions that they are living in, that they felt that they could start to begin to trust us. You get to know them, and you hold their children, and you eat with them, and you share stories with them. They become part of your family. We would go to different workers' homes. You got like 4 women sleeping in like an 8x8 cement box, like, and all their possessions are in there, like everything, in this small area.
The workers would have to share a bathroom with 5 to 10 other families. The workers would have to share living quarters, actually like a row of shacks with corrugated tin roofs. All of those families would share a laundry corner and a kitchen facility, and they would all share the same well to take the water out of. $1.25 a day after you've paid for your rent, water, electricity, any major transportation costs, you're going to be left on average with roughly 7,000 rupiah per day. What the hell does that mean? That's going to buy you 2 simple meals of rice and vegetables, a bag of peanuts, a bottle of iced tea, and some dish detergent. And that's all you can get. And that's your reward? Without a doubt. We found it out in the first week that we were there. There's no way that you can live on $1.25 a day and maintain your human dignity. It's just not possible. I lost 25 pounds living on Nike's wages in Indonesia. I spent the month painfully hungry and tired and like near the point of exhaustion most days. I just felt my energy storage was just depleted, and I just started going downhill fast, and I just started getting sick every day. And she got very sick one day. She had like a fever of like 104, and she's got to deal with, well, I have a fever of 104, I can buy aspirin and like a little drink box to get some vitamin C, but if I buy those 2 things, I don't eat for the rest of the day. I don't know what this is gonna do. Because we're gonna go home and we're gonna say, like, this is not enough money, and no one's gonna do a damn thing different. How do you feel like a human being? How do you feel like your work, your gifts? You know, for them and the workers that I've talked to the last couple of days, a number of them said like the only thing we have is our physical labor. Because I just bought this smallest thing of shaving cream and 1 razor that I might be able to use 2 or 3 times that I have to cut out 3 meals this week. I don't know how these people do it. They will be working overtime hours just to get by, because they can't possibly get by on the wage that they're paid without working incredible amounts of overtime. And when you're working up to 15 hours a day, 6 to 7 days a week, you know, your 2-year-old child just doesn't see you. You know, they don't get to see their children. The kids can't even go to school. How are you going to break a cycle of poverty and have real economic development if you have a whole lost generation of children that aren't even educated? I'm walking down this dirt path into this village, and I see this massive pile of scrap shoe rubber that I later learned came from one of Nike's factories, and piles like that get dumped there all the time, and the end result of these piles is that they get burned in that village in the big open space where kids play, and the burning fumes I learned from the company that designs Nike shoe rubber will give off toxins and carcinogens. Kids are paying the price. And they're the ones with the chest infections, and they're the ones that are going to develop cancer. When we were in Indonesia, we made attempts to get into a Nike factory because Nike claims on their website we have nothing to hide. I'm Mike. Hi, Mike. How you doing? Good. We went over to Nike's corporate offices, and Nike denied us that. We're unable to accommodate that request. So long. See ya.
Nike headquarters in Beaverton, Oregon had faxed an info sheet out to all the factories to be placed on the wall for all workers to see that read, if you are approached by Jim Keaty, Leslie Kretzer, or Mike Pirantozzi, do not speak to them. They're only to speak to management. There will be severe consequences if you're found talking to them. And they know from their management how they're supposed to act. And if they don't, there's some severe ramifications, anywhere from significant harassment to death. And I mean that in a very literal sense. You know, certainly management of the factory didn't want us to be there, and it was kind of frightening because we several times tried to get into the factory. We weren't out of the van for more than 3 minutes, and there was security like surrounding us, and then the factory managers came out. What's going on? We're outside a Nike shoe factory right now. Security's kind of surrounded us. They're like, you know, what are you doing here? Well, you know, why are you here? It was frightening, you know, because who knows? Security guy here tracking us down. From that moment, we were tailed by factory security, the Preyman, or the local mafia. The local mafia certainly works in conjunction with these factory bosses. The factory bosses some of them are just brutal, ruthless, hired muscle to keep workers in line. And we met with one worker, Giulianto. He told us because he was union organized and he was trying to form an independent union. He was threatened at gunpoint. He had his house ransacked. He was given death threats and he had to flee back to his home village because, you know, in fear of his life. This is literally a life and death issue. And this happens at all the factories. You know, every worker that we talked to, struggled with this fear, this culture of fear that just permeates the air. That, yeah, they want to tell you the truth and try and fight for their rights, but they also want their kids to have a father or a mother. They're dealing every day with the threat of losing their lives for doing this kind of work. I mean, they show tremendous courage in light of that. We were able to meet with a woman by the name of Dita Sari, who had been organizing Nike and Reebok factory workers at the age of 23 and was illegally jailed and put in prison and tortured. In 8th of July 1996, I was arrested by the army, the local army in East Java. They kicked me and they used their fists and their sticks and their booth to hurt me and to torture me in front of the workers to show them an example. I think that the majority of workers are saying, look, we don't want you to pull out the jobs. Like, we want to work. We like to work, you know. We want to make the shoes. We were proud of what we do, but we don't want to be exploited. Like, why can't you just let us meet our basic needs? We're talking about food, clothing, housing, healthcare, education, being able to take care of your kids, and some modest savings. That's not a tall order. Excuse me, do you guys know where the Nike campus is? Yeah, you hang a right on Walker. Yeah. And you'll see it on your southwest corner. Okay, thanks. Okay, so we're on Nike's campus right now. It's a little bit different than the factories in Indonesia, just a tiny bit. Hi. How you doing? Hi. Keaty. How are you? Hi, good to see you. Nice to meet you finally. Yeah. Listen, I was hoping we could set up some time when we could talk. I'm really concerned about the workforce in Indonesia. You know, I spent the summer there living with them and living on the wages that are paid to the factory workers. You worried about that? Yeah. Okay, why don't you call my secretary? Let's see what happens. I did. I called Lisa last week. I called Beta. I called Dusty. I called Brad Feigl. I called Amanda. You're going to have to talk to somebody else. Maybe we're going to talk to Dusty Kid. But, I mean, you're the guy, the buck stops with you, right? Yeah, it doesn't start with me, though. I know, but I mean, I don't know who else to talk to. I tried. Dusty Kid. He doesn't want to talk to me. Well, then I guess you're going to get through that. But you're the man. I mean, thank you. You're the man that needs to. I appreciate your concern, but I'm having lunch with a friend, and I apologize for interrupting. Sorry about that. I mean, I've come all the way from New Jersey to talk to you about this. Well, I'm not talking to you. I've gotten stonewalled at every turn. You know, the workers had asked of me that I try to bring you back to Indonesia to meet them in their homes, not in, you know, the office in Jakarta. Do you understand no?
You just gotta know. I'm not gonna talk to you about it. Phil Knight, the CEO of Nike, or Michael Jordan, or Tiger Woods, or Mia Hamm, or any of the other people that are really making a lot of money because of the way that Nike does things, should care about these workers because they're human beings. When I see people like Tiger Woods get $100 million just for wearing the clothes, we're saying as a society, like this one individual, because they play golf well, is worth more than 700,000 people. Here's what he makes. We had made up these wage charts and have them look down at it and then look up and say, Tiger Woods makes enough in a second to buy me a house. Why? I work hard for the company too. And what do you say to him? Well, hey, that's the system. Deal with it, suck it up. It's capitalism, survival of the fittest. Guess you're not the fittest. Nike is in Indonesia for one reason: cheap labor. It's an ideology of maximizing profit at all costs to humanity and nature. And it's this entire, a vicious cycle that starts with the heads of the corporations that want to make a great return on shareholders' investment. Some people say, well, hey, that's the way things are. That's the American way. It's capitalism. That's the American way. No, the American way is democracy. That's what our country was founded on. A belief that all people are equal, that there should be a respect for democracy, for human rights, and for the protection of human life. That's what we're about as Americans. We've spent the last year and a half traveling around the country, visiting over 100 schools, high schools and universities, 15,000 students. So how are you feeling about the turnout? I'm feeling pretty good about the turnout. What are you thinking about the turnout here? It's great. This is the best possible turnout. And we try as best we can to introduce them to these human beings and say, as students, as high school athletes, as college athletes, as consumers, you've got tremendous power. And because we can't fly them over to Indonesia, we bring Indonesia to them. And if we can give them that spark, even if it's one or two on that day, that's going to multiply. And eventually we'll reach this critical mass and we'll have a great harvest, and the harvest will be truth and justice and fairness for all people. Something's wrong here and we can fix it. It's a necessity. The tipping point is now. At this point in our history, we need a story like this to be told. Et tout en continuant à dégrader, à piller et à contaminer la terre entière pour un projet de résurgence d'Israël. C'est-à-dire, plus ces gens se complaisent dans le culte matérialiste, plus Israël croît au fur et à mesure, et plus ils sont soumis à la logique du judaïsme. Et donc Hillary Clinton serait le bout du bout de cette folie gauchiste dédiée au sionisme, qui dégrade la terre entière pour se complaire dans le culte du matérialisme sans faire aucun effort en contrepartie. Oui, je dis les guerres de demain, ça ne seront plus des guerres de religion, ce seront des guerres de compétition pour l'esthétique néofasciste des grandes firmes monopolistiques. On va se battre pour l'idéologie esthétique néofasciste des entreprises, voilà, qui seront la compétition entre elles. Et les religions seront évincées. Si on continue dans le délire gauchiste, hein, si vous voulez, le matérialisme forcené. Voilà.
Barack Obama's foreign policy advisor, Christian. Obama mania, meanwhile, is spreading from Iowa to New Hampshire all the way to Central Europe. The International Herald Tribune reports the Illinois senator has become huge in Germany, where he is being compared to the much-loved John F. Kennedy. The Berliner Morgenpost ran a headline this morning calling him the new Kennedy. The tabloid Bild said the black American has become the new Kennedy. And an editorial in the Frankfurter Rundschau had a headline, Lincoln, Kennedy, Obama, and said that, quote, hope and optimism are the source of the nation's strength. Meanwhile, an inmate in the Pueblo County, Colorado jail who was injured during his second escape is suing the county and several officials because the jail was not secure enough to prevent him from breaking out. And despite past differences, this is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives. This is the moment when we must come together to save this planet. My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father
Barack Obama's foreign policy advisor, Christian. Obama mania, meanwhile, is spreading from Iowa to New Hampshire all the way to Central Europe. The International Herald Tribune reports the Illinois senator has become huge in Germany, where he is being compared to the much-loved John F. Kennedy. The Berliner Morgenpost ran a headline this morning calling him the new Kennedy. The tabloid Bild said the black American has become the new Kennedy. And an editorial in the Frankfurter Rundschau had a headline, Lincoln, Kennedy, Obama, and said that, quote, hope and optimism are the source of the nation's strength. Meanwhile, an inmate in the Pueblo County, Colorado jail who was injured during his second escape is suing the county and several officials because the jail was not secure enough to prevent him from breaking out. My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father and despite past differences, this is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives. This is the moment when we must come together to save this planet.
My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats. Frank Marshall Davis, writer. I have a collection of intimate portraits called horizontal cameos. President Obama is the least transparent president in the history of this country. There's never been anything like it. We know very little about our president. I'm very honored to have gotten him to release his long-form birth certificate, or whatever it may be. Now, many, many people have questions, and very serious questions. I have a deal for the president, a deal that I don't believe he can refuse, and I hope he doesn't. If Barack Obama opens up and gives his college records and applications, and if he gives his passport applications and records, I will give to a charity of his choice, Inner City Children in Chicago, American Cancer Society, AIDS research, anything he wants, a check immediately for $5 million. Here's the original document that Obama just posted on the White House website. He should have done it a long time ago. Why he didn't do it when the Clintons asked for it, why he didn't do it when everybody else was asking for it, I don't know. I'm now going to point out some glaring inconsistencies that prove beyond any shadow of a doubt that this document, Obama's long-form birth certificate, has obviously been tampered with. Here we have the original document loaded in Adobe PDF Reader. When zoomed in, inconsistencies in the text emerge. Notice how the K in Kansas appears blurred while the rest of the word is sharp. We will examine this further by loading the birth certificate into Adobe Illustrator. The first thing to note is that this document is made up of no less than 9 different layers. By hiding and showing these layers, we can plainly see that the background and document text are separate images. Let's zoom in again. Notice that the blurred K in Kansas disappears when the background layer is hidden. This means that the word Kansas is being formed from multiple edited images. It is also apparent that the signatures are made up of several layers as well. Even the dates are composed of separate images. Even more interesting is that these image layers can actually be moved around the document, allowing anyone to rearrange this document as they please. And whoever did this rearranging, I mean doctoring, apparently was aiming to please Mr. Obama. If we now zoom in on a seemingly blank area of the document, we can see a faint outline of some type of seal. If we zoom in even closer, we can see that part of the seal is on the background and the other part is a separate and independent image. If part of the seal is undoubtedly fabricated, why couldn't the rest of the seal be fabricated as well? Strange. Obviously, the original document, if there even was one, just didn't cut it. And so this digital concoction had to be fabricated so that Obama could present to the American public exactly what he wanted the American public to see.